Chauvin de venir, si vous voulez bien venir. Et Jean-Philippe Chauvin, qui est professeur d'histoire, j'habite Versailles, par les circonstances, des circonstances familiales, j'habite Versailles, et quand je me promène dans les rues de Versailles, il m'arrive de rencontrer Jean-Philippe Chauvin, mais surtout, je rencontre des gens qui me parlent de Jean-Philippe Chauvin. Il n'est pas professeur d'histoire, il est l'agit-prop du lycée Hoche, qui est le lycée distingué de Versailles, où se retrouve toute la jeune bourgeoisie versaillaise, et il joue un rôle, un rayonnement, il a un rayonnement incomparable, et moi j'ai droit alors aux éloges, je l'ai dit, il n'y a pas de fausse humilité, je vous le dis, les parents se félicitent d'avoir Jean-Philippe Chauvin comme professeur de leurs enfants, et Jean-Philippe Chauvin leur apprend non seulement l'histoire de France, non seulement l'amour de l'histoire de France, mais l'amour des rois de France. Alors, vous allez nous parler, Jean-Philippe, de Maurras, l'homme de la liberté. Voilà, à vous la parole. Merci beaucoup. Petite anecdote, quand je suis arrivé hier à Marseille, j'ai appris que le colloque était annulé, entre guillemets. En fait, j'étais sur le quai du train et personne, je dirais, qui n'est pas d'Action française, aurait pu alors repartir dans le sens inverse. Mais en fait, j'ai haussé les épaules et je me suis dit, de toute façon, depuis plus de 40 ans que je fréquente l'Action française, à chaque fois que quelque chose est annulé, il a quand même lieu. C'est quand même une présence forte de l'Action française. Et je n'étais pas inquiet sur la tenue de ce... Je n'étais pas inquiet sur la tenue de ce colloque. Si vous le voulez bien, je vais peut-être parler fort et arrêter ce micro, peut-être, pour éviter des interférences, si cela ne vous dérange pas. Très bien. Bien, alors, un vieux camelot du roi me disait il y a quelques années, la liberté, la République l'a inscrite sur le fronton des mairies, dans la pierre, pour être bien sûr qu'elle ne s'échappe pas et qu'elle ne bouge plus. En disant cela, il s'avouait fort maurassien, un vieux camelot du roi, et la liberté du fronton, effectivement, c'est la liberté principe, c'est le mot figé qui empêche la liberté réelle, qui se conjugue en définitive beaucoup plus au pluriel qu'au singulier. Et c'est sans doute Charles Maurras qui l'a le mieux senti et surtout le mieux décrit, le mieux expliqué, au-delà, et je dirais même au plus profond du mot et de ses sens divers, et parfois, il faut bien l'admettre, étrangement antagonistes. Et pourtant, que n'a-t-on dit à ce sujet sur Maurras, traité de tous les noms, affublé de tous les masques d'infamie, trop souvent incompris quand ça parlait meilleur, pour ne pas avoir été lu, ou trop rapidement. Quand j'entends d'ailleurs hier le responsable des jeunes socialistes parler de Maurras, je me dis qu'il ne l'a pas compris. Non, il ne l'a d'abord pas lu. Or, il devrait se rappeler de ce qui est sans doute un des éléments de la liberté d'esprit la plus importante, c'est que sans la curiosité, aucun savoir n'existerait. Et qui a dit cette formule, sans la curiosité, aucun savoir n'existerait? Charles Maurras lui-même. Mais on ne peut pas demander à un jeune socialiste d'avoir une culture que de toute façon, il n'a pas retenu même le sens profond de la définition. Bref. Alors, c'est Bernard Grasset, dans la revue universelle qui faisait hommage à Charles Maurras, j'allais dire déjà en prison, on est en 1937, qui a sans doute le mieux résumé la situation. Je vous lis quelques extraits de cette revue universelle de janvier 1937. Charles Maurras, dont les béotiens de ce temps font le symbole de la tyrannie, est l'homme le plus épris de liberté qui soit. Nul n'a su parler mieux que lui des contrepoids nécessaires à l'autorité, même royale, de la force des établissements avec lesquels le pouvoir absolu doit compter, de tout ce qui faisait l'équilibre et le bonheur de la France des rois. Aussi n'écrit-il jamais, dans le sens politique, la liberté. Dans cet ordre, la liberté est un absolu qui peut sans doute servir à soulever les masses, à détruire, mais qui ne correspond à rien de réel, à rien de construit. Maurras écrit toujours les libertés, qui sont des composés, des accommodements, des droits qui font état d'autres droits et qui de ce fait sont limités. Le mot la liberté, il ne l'écrit pas pour l'homme, sachant pourtant que l'homme est toute dépendance, mais qu'il y a une certaine façon de s'accommoder des dépendances naturelles et de repousser les autres, qui permet à certains de se déclarer libres. C'est là une conception toute humaine
On vient d'en parler d'ailleurs. Et par surcroît humaniste de la liberté. Humaine parce qu'elle a comme limite celle même de l'homme, mais seulement celle-là. Humaniste parce qu'elle peut, parce qu'elle part, du besoin chez l'homme de se réaliser tout entier, ce qui est l'essence même de l'humanisme. La liberté heureuse, écrit Maurras, est celle qui marie à l'entrain du héros une sagesse, une science qui, en le limitant, le conduisent et le servent. C'est l'art de la vie, c'est l'art même. En fait, je pourrais m'arrêter là et vous dire au revoir parce que, en définitive, Grasset, en quelques mots, a tout résumé dans ce petit passage qu'il serait bon sans doute là aussi de relire et de méditer. Alors, c'est d'ailleurs cette liberté de l'esprit, cette liberté-là, cette liberté ordonnée qui, à quelques reprises, a mené Maurras en prison. Et qui d'ailleurs nous mène à être ici plutôt qu'ailleurs, pourrait-on dire, par ce clin d'œil à l'actualité. Ça l'a mené en prison, cela soit en 1937, puis après la guerre maudite, celle qu'il avait tant annoncée, tant craint, tant combattue, et que même, si l'on relit l'action française du 14 novembre 1918, son compagnon, son frère d'armes, son frère de plume, son frère d'idées, Jacques Bainville, annonçait dans ce fameux article « Demain », et que Léon Daudet, le 1er février, a connu le malheur de la défaite, quand il disait que nous n'étions séparés, après l'arrivée d'Hitler au pouvoir, d'une guerre d'extermination que par l'épaisseur d'un papier à cigarette. Le général de Gaulle, d'ailleurs, aurait même dit que Maurras avait eu tellement raison qu'il en était devenu fou. Il n'est pas interdit d'y voir une forme d'hommage un peu détourné, y compris à sa liberté d'esprit qui va au-delà des tabous et au-delà des conformismes du temps, car nous savons trop bien que les conformismes sont des conforts, ils ne sont souvent pas la réalité, ils ne sont souvent pas la vérité, et ils mènent parfois à la catastrophe. Toujours l'anecdote de la grenouille que vous mettez dans la casserole, vous chauffez légèrement, elle ne bougera pas jusqu'à être définitivement cuite. Les prisons de Maurras sont à la fois le résultat de cette liberté de plume, qui ne veut servir que la raison nationale et la vérité politique, et des contraintes d'une république démocratique qui cherche par tous les moyens à orienter la liberté dans son propre intérêt, préférant souvent l'idéologie à la réalité. Nous les forcerons à être libres. Cette formule que l'on connaît de Rousseau, et qui va préfigurer la plus terrible encore, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Nous en avons fait d'une certaine manière les frais aujourd'hui, mais n'oublions pas que ceux qui nous ont précédés, en d'autres temps, en ont fait les frais de leur vie. Saint-Just ne passe pas pour un tendre humaniste, et il était tellement persuadé que cette liberté devait être tellement pure qu'il fallait purifier ceux à qui elle s'adressait. Alors, cette formule, de nous les forcerons à être libres, eh bien, elle annonce à l'envi les conséquences d'une liberté principe, entre guillemets, d'une liberté presque idolâtrée. Maurras ne semble jamais s'être vraiment embarrassé des conseils de prudence, et les prudents n'ont pas altéré sa liberté de parole et d'écrit aux grandes dames de ses adversaires, et parfois aussi d'ailleurs de ses amis. La liberté de Maurras n'est pas une simple liberté physique, ou celle du jouir sans entrave de mai 68, elle est la plus haute, elle est plus exigeante. Et je me souviens, alors je n'ai pas la référence exacte, mais d'un propos de Solzhenitsyn qui expliquait que dans les murs de sa prison, eh bien, il arrivait à s'élever peut-être plus encore que dans une société de consommation, celle des États-Unis, dans laquelle il habitait désormais. Alors, Maurras, c'est une liberté sur le plan personnel, intellectuel, c'est une exigence. La liberté est une exigence dans ce cas-là. Et une exigence de vérité, de recherche de vérité et de la dire. J'ai toujours été frappé quand je relis le procès de Maurras, c'est, je dirais, l'ambiance du procès. Et surtout, ce moment où il se précipite dans la salle d'audience. On annonce les accusés, un peu de flottement, etc. Et tous les témoins racontent, en particulier Géo Landon, qui a écrit un livre sur le procès Maurras. Maurras semble surgir comme un taureau dans l'arène, il redresse la tête et il va tout de suite s'en prendre à l'homme de la femme sans tête. Et je dirais que ce texte du procès est un grand moment sans doute de liberté politique, alors que lui risque sa vie. Et bien pour autant, il ne renie pas ce qu'il a été, et au contraire, il ne cesse de préciser, de vouloir préciser à la virgule près ce qu'il a dit. Il ne veut pas être un mannequin que l'on jette
ainsi en pâture, il veut être cet homme libre qui défend non sa liberté, mais la vérité qu'il dit et qu'il incarne face au procureur, qui lui, au procureur et à certains de ses experts, qui eux n'étaient pas tout à fait, comment dirais-je, n'étaient pas tout à fait clairs sur cette question de la vérité et même de l'honnêteté intellectuelle. Alors, la liberté de Maurras, sur le plan personnel et intellectuel, elle reste d'abord appuyée sur la raison et la vérité, ou la recherche de l'une et de l'autre. C'est aussi une liberté risquée, indexée sur l'amour de la France, y compris dans les pires moments, ce que rapporte Michel Déon dans Mes Arches de Noé. Quand je ne connaissais pas encore Maurras, mes parents m'avaient offert un livre, Mes Arches de Noé, dont je conseille la lecture à ceux qui ne l'ont pas encore lu, et il y a un passage qui m'avait beaucoup marqué. Je ne connaissais pas encore vraiment Maurras. Bon, j'avais un livre qui traînait quelque part sur une table qu'on m'avait offert pour mes 15 ans, en même temps qu'un disque des Sex Pistols, qui montrait quand même une certaine diversité dans les choix familiaux. Et il y a cette anecdote que Déon raconte. Nous sommes, je crois, à la fin de la guerre. Il y a à Place Bellecour des otages qui viennent d'être fusillés par les Allemands. Et Déon se rend avec Maurras sur cette place. Maurras demande à aller voir, etc. Et il est face à des hommes en armes. Le sang est en train de cailler dans le caniveau. Et il écarte quasiment les soldats allemands qui sont bien ennuyés. Que faire par rapport à ce petit homme barbichu, plein de colère, et qui tout d'un coup s'arrête et rend hommage, dans un silence quasi-ton complet dans cette place Bellecour qui vient d'être frappée par cette fusillade, rend hommage à ceux qui sont tombés là, victimes de la barbarie nazie, devant ceux-là même qui les ont fusillés. C'est ça aussi, l'honneur de la liberté, c'est d'aller jusqu'au bout de celle-ci, d'aller jusqu'au bout de ce que l'on sait vrai, et de ce qu'on sait juste, et de ne pas transiger, même si l'on sait parfois que la mort peut être au bout. C'est tout ça, Maurras, quelque part. Et je dois avouer que, je l'avoue, il y a beaucoup de côtés de Maurras qui m'agacent parfois. Je m'énerve sur certains textes, etc. Mais quand je vois la vie et quand je vois ce genre d'anecdote, je dirais que cette anecdote vaut tout, car elle explique tout de la liberté de Maurras. D'une liberté profonde, effectivement, c'est autre chose que ces messieurs Plenel et quelques autres que nous ne citerons pas, car je crois que nous leur avons fait beaucoup de publicité, et je dirais même beaucoup d'honneur, eux qui ne méritent que le déshonneur d'une certaine manière. Dans de nombreux écrits, Maurras dénonce une liberté-principe qui est la colonne vertébrale du libéralisme, qu'il condamne irrémédiablement, plus encore que le socialisme, qu'il n'évoque d'ailleurs que comme une réaction souvent incomplète et injuste au libéralisme. Et ce qu'il dit, le libéralisme est la doctrine politique, je cite Maurras, le libéralisme est la doctrine politique qui fait de la liberté, mais il écrit liberté avec un L majuscule, le principe fondamental par rapport auquel tout doit s'organiser en fait, par rapport auquel tout doit se juger en droit. Je dis que le libéralisme supprime donc en fait toutes les libertés, libéralisme égale despotisme. J'ai envoyé ce texte à un ami de M. Mélenchon, sans évoquer la signature, et j'ai eu une réponse dithyrambique de cette personne, me disant qu'il le reprendrait dans l'un de ses discours à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas s'il l'a fait, mais ça m'amuse. J'aurais signé simplement Maurras. Le simple mot de Maurras aurait fait fuir cet homme. J'aurais eu droit à un procès je dirais en infamie, mais comme quoi, parfois, eh bien, on a quelques surprises et qu'on voit bien que c'est l'idéologie souvent qui gouverne le monde politique et que la signature vaut parfois plus que ce qui est marqué, que ce qui est dit. Et c'est sans doute assez inquiétant. Alors, Maurras va s'en prendre souvent à la liberté principe. Dans un autre texte, il dit « C'était déjà un bon esprit, encore qu'une grande canaille, le communard qui disait à l'archevêque de Paris conduit au supplice et protestant avec naïveté au nom de la liberté. Ta liberté n'est pas la mienne. Il est admirablement clair que cette liberté sans définition peut conduire également à guillotiner Louis XVI, Marie-Antoinette, Chénier et Lavoisier, comme à faire travailler des enfants de 10 ans dans les manufactures et les usines jusqu'à épuisement complet du sang de la race, à décréter des journées de travail de 18 heures pour les adultes, du moment, alors j'ai coupé, excusez-moi, mais l'idée générale était que du moment que le libéral y trouvait son avantage, en particulier économique et financier. La liberté du fou, je cite Maurras encore, s'appelle folie.
celle du sot, sottise, celle du bandit, banditisme, celle du traître, trahison, et ainsi de suite. C'est un refus donc de cette, entre guillemets, déesse liberté, de l'idole liberté. Et c'est souvent peut-être cela qui a été incompris, et c'était souvent l'occasion d'opposer Maurras à Bernanos de ce côté-là. Mais quand on relit Bernanos, qui une espèce de royaliste encoléré et colérique, j'en ai connu d'autres d'ailleurs, qui d'ailleurs se référaient à Bernanos sans en avoir forcément le talent, mais en tout cas les colères. Eh bien, Bernanos, on coupera au montage, je n'ai pas donné de nom. Bernanos, il y a quelque chose d'assez étonnant, parce que quand on le regarde bien, l'idée de la liberté qu'il a, c'est vrai qu'il en fait une liberté presque mythique, etc. Je dirais qu'il y a peut-être un souci. On se rend compte que la liberté principe devient, au sens sorélien du terme, un mythe porteur, comme a pu l'être la grève générale pour un certain nombre de marxistes ou aujourd'hui d'anarchistes, etc., etc. Et là, Maurras se refuse à faire de cette liberté-là un mythe. Bernanos, lui, aura tendance parfois justement à tomber dans ce travers de faire de la liberté, de brandir la liberté, sans jamais vraiment la définir autrement que celle de l'esprit. Et c'est peut-être là où il y a une grande incompréhension. Là encore, je crois qu'il faudrait relire l'un et l'autre, les comparer. Mais je vois quand même certains... Bernanos n'est pas si anti-maurassien que cela quand il se fâche avec Maurras, c'est sans doute un amour déçu. Et je vois même d'ailleurs, sur une autre question, la question du machinisme, je vois que Maurras a écrit des choses que Bernanos n'a fait en définitive qu'amplifier. Maurras étant dans la logique du politique d'abord, quand Bernanos va essayer parfois de l'élargir. Il y a un texte où il met en parallèle le technique d'abord de la société des robots, entre guillemets, de la société machine, par rapport au politique d'abord de Maurras. Un texte qui peut être compris d'ailleurs de manière très différente. Alors, Maurras, il se méfie. Il dénonce la simple liberté de, entre guillemets, qui est la base de l'individualisme et du libéralisme, mais il promet la liberté pour. Et c'est au pluriel qu'elle l'intéresse et lui semble utile et même nécessaire. Les libertés réelles, concrètes, vivantes, plutôt que la liberté majusculaire, souvent étouffante et totalitaire, et on en revient à cette devise que l'on voit sur les frontons des mairies. Maurras commence d'ailleurs aussi par rappeler qu'une liberté, c'est un pouvoir. Celui qui ne peut rien du tout n'est pas libre du tout. Alors, il y a 4 éléments de liberté qui m'intéressent aussi dans la doctrine maurassienne, au-delà de la liberté de l'esprit que j'ai évoquée. C'est d'une part la liberté de l'homme à la fin plutôt qu'à la naissance. Il le reprendra dans l'inégalité protectrice, mais il le dit déjà assez tôt dans l'Action française mensuelle de 1901. La liberté n'est pas au commencement, mais à la fin. Elle n'est pas à la racine, mais aux fleurs et aux fruits de la nature humaine, ou pour mieux dire, de la vertu humaine. On n'est plus libre à proportion qu'on est meilleur. Il faut le devenir. Quand il dit meilleur, il ne s'agit pas de la question morale, il s'agit de la question des connaissances, du savoir, etc., etc. Il faut le devenir. Nos hommes ont cru s'attribuer le fruit de l'effort en affichant partout dans leurs mairies et leurs écoles, dans leurs ministères et leurs églises, quand il parle de nos hommes, c'est les républicains, que ce prix s'acquiert sans effort, mais affiché pour partout que chacun des millionnaires vaudrait-il à chacun ombre de millions. Il y a chez Maurras une grande humilité devant les faits, et cet extrait le montre à l'envi. En même temps, c'est une condamnation de l'idéologie issue ou synthétisée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Mais Maurras pourrait, dans sa logique, dans la logique de sa réflexion, s'exclamer, mais qui fixe le droit? Qui fixe les droits? Quels sont-ils? C'est une inquiétude majeure de Maurras, qui connaît trop bien la réponse dans les régimes démocratiques, ceux-là même qui, sans l'autorité monarchique, préfigurent aussi les régimes totalitaires. En cela d'ailleurs, la phrase de Bernanos qu'il dit en pleine Sorbonne en 1946, les démocraties sont les mères des totalitarismes, phrase quand même qui a remué un peu et qui lui a valu quelques mécontentements des démocrates chrétiens. Elle est extrêmement maurassienne d'une certaine manière. Maurras aurait pu la prononcer, et je ne sais pas d'ailleurs s'il ne l'a pas écrite d'une certaine manière. Maurras est antilibéral justement aussi parce qu'il est conscient que l'État contemporain,
avec des moyens techniques de plus en plus puissants, se fait le maître des vies humaines, collectives comme individuelles. Là encore, hein, on revoit, évidemment, on dira, c'est pas ça sur lequel on a insisté, il était dans le politique d'abord. Cela étant, quand on lit justement sur le machinisme, sur la technique, on se rend compte que Maurras préfigure le Bernanos de la France contre les robots. Alors, il y en a souvent un autre que j'ajoute, c'est Bertrand de Jouvenel. Bertrand de Jouvenel, il est assez, petite anecdote, Olivier Dard, qui est un grand universitaire et qui a fait un livre sur Maurras, qui a organisé beaucoup de colloques à Sciences Po sur l'Action française, a fait un livre donc, sur Maurras, mais il avait fait aussi un livre sur Bertrand de Jouvenel. Pourquoi est-ce que je vous dis que j'ai toujours considéré que Jouvenel et Maurras, ce sont deux personnes qui ne se sont pas parlé, sans doute physiquement, mais l'un a lu l'autre, et je me demande s'il n'y a pas une espèce d'héritage caché chez Jouvenel qu'il devrait à Maurras. En particulier quand je relis le livre Du pouvoir. Et je vous conseille de le relire parce que, en fait, je vais vous l'avouer, je ne suis pas devenu royaliste par Maurras, je suis devenu royaliste par deux lectures. Celle de Maurras qui était conjuguée, c'était dans l'année 1980, par celle que mon professeur de philosophie m'avait conseillé, le livre Du pouvoir de Bertrand de Jouvenel. Il savait que j'étais monarchiste, il savait que j'avais Aspect de la France sur la table j'étais lycéen, étudiant, professeur royaliste. Et donc, il le savait, et c'est lui qui m'avait conseillé, justement, pour compléter Maurras d'une certaine manière, sans me le dire jamais, il m'avait conseillé ce Bertrand de Jouvenel du pouvoir qui cache encore beaucoup de choses. Bref, je referme la parenthèse. En tout cas, s'il est antilibéral, Maurras, c'est au nom des libertés concrètes des hommes, et non de la liberté individuelle pure, dont il sait qu'elle est désarmée face à l'appareil d'État central. L'individualisme n'est pas, selon lui, le bon moyen de lutter contre les empiètements illégitimes de l'État. Et s'il se réfère à Antigone, il y a un texte absolument fabuleux qu'il faut lire, qui avait été réédité il y a quelques années, Antigone, Vierge Mère de l'Ordre. Et ça, je l'ai cité en 2013 à plusieurs reprises à mes élèves en début de cours, parce qu'il me semblait tout à fait intéressant dans ce moment un peu particulier du quinquennat Hollande. Eh bien, s'il se réfère à Antigone, c'est justement parce qu'elle n'est pas une individualiste centrée sur elle-même, hein, qui est le propre d'ailleurs de l'individualisme, mais une héroïne solitaire, une femme libre qui symbolise plus qu'elle-même, qui symbolise la cité, qui symbolise l'ordre véritable de la cité, qui n'est donc pas celui de Créon, qui lui, d'une certaine manière, est l'homme de l'État, entre guillemets, l'homme de la libérale, entre guillemets, hein, mais qui n'est pas l'homme de la cité au sens transcendant du terme. On pourrait dire beaucoup de choses là-dessus, mais je dirais que le temps qui m'est imparti m'empêche évidemment d'aller plus loin, mais je pense que justement, je vous disais, la curiosité est une très grande qualité, en particulier quand on commence à rentrer dans l'œuvre de Maurras. Alors, deuxième point, la liberté des corps intermédiaires, contre le César anonyme et impersonnel. Voilà un slogan que l'on aurait pu trouver sur les murs de Tolbiac ou à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, contre le César anonyme et impersonnel. Bon, si vous le trouvez, si vous le voyez, hein, je pense que malheureusement, les gens, malheureusement ou heureusement d'ailleurs, je ne sais plus quoi trop penser, que les gens, les étudiants ou les zadistes n'ont pas toujours la culture nécessaire pour comprendre ce que Maurras écrit. Alors, si Maurras se méfie autant de la liberté-principe, c'est qu'elle a été l'alibi, mais plus encore le moteur actif de la destruction des libertés concrètes. La tyrannie de la liberté en France, résumée sous la formule de la République une et indivisible, pas unie, une et indivisible. Eh bien, cette formule, elle le scandalise. Et il le répète 1000 fois depuis ses premiers écrits fédéralistes, mis en forme principalement dans l'idée de la décentralisation, paru en 1898, dans la revue encyclopédique, mais aussi dans son livre posthume, qui a été trop peu lu, en particulier par les spécialistes, et je pense que pourtant il y aurait deux choses à dire, c'est Votre Belle aujourd'hui. Sans oublier, bien sûr, Jarre de Biot, qui, là aussi, est un petit texte qui me semble tout à fait fondamental. Ce n'est d'ailleurs pas sans juste raison qu'il proclamera à la fin de sa vie, et alors qu'il est emprisonné, il se voudra le plus ancien fédéraliste de France. Alors, Maurras écrit « Nous étions, sous l'Ancien Régime, nous étions des citoyens dans nos républiques sous le roi. Nous sommes devenus des administrés d'un État qui, même en temps de paix, n'a cessé de croître, d'embellir, d'opprimer.
Voilà tout. Toutes les fois que la République s'est établie en France, elle a centralisé, elle a étatisé, elle a défédéralisé à tour de bras. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Charles Maurras. Il n'est pas inintéressant de noter, justement, dans la construction de sa réflexion, dans la réflexion maurassienne, dans le cheminement intellectuel de Maurras, que l'intuition fédéraliste, justement, précède même l'engagement nationaliste. Et on peut le voir à travers la déclaration des faits libres, fédéralistes de 1892, qu'il n'a jamais renié. Il a moins cité, sans doute, parce que les combats étaient, surtout entre les deux guerres, un peu différents, il y avait des priorités, mais il ne l'a jamais renié. Nous ne nous bornons pas à réclamer pour notre langue et pour nos écrivains les droits et les devoirs de la liberté. Nous croyons que ces biens ne feront pas notre autonomie politique, ils en découleront. Et, alors j'aurais voulu, mais je ne sais pas si le temps vous lire justement une citation de Nicolas Kessler là-dessus. Voilà. Donc ils en découleront. Voilà. Il dit justement, il dit nous réclamons la liberté de nos communes. Nous voulons qu'elles deviennent maîtresses de leurs fonctionnaires et de leurs fonctions essentielles. Nous voulons qu'elles puissent remettre à leur place ces jolis messieurs qu'on appelle les sous-préfets. N'oubliez pas qu'à l'époque, préfet et sous-préfet avaient un pouvoir autrement plus important qu'ils ne l'ont aujourd'hui, même s'il est encore trop important. Et nos pauvres communes ne seront plus alors de simples circonscriptions administratives. Elles auront une vie profonde. Elles seront de véritables personnes et pour ainsi dire, des mères, inspirant à leurs fils des vertus. Le communalisme n'est pas une fin en soi. Voilà, c'est moi qui parle, c'est Nicolas Kessler qui parle. Les unités élémentaires doivent se regrouper. Nous voulons que leur union, et là c'est Maurras, se fasse suivant leur affinité historique, économique, naturelle et à bien les voir éternels. Loin de détour, nous voulons délivrer de leur cage départementale les âmes des provinces dont les beaux noms sont encore portés partout. On a là une véritable déclaration des libertés. Et alors, ça me rappelle ce qu'il y avait sur les murs de l'université de Rennes en d'autres temps. Les libertés ne s'octroient pas, elles se prennent. Mais Maurras va plus loin. Elles ne viennent pas d'en haut, mais d'en bas. L'autorité supérieure les garantit, les reconnaît, les consacre. Elle est tout à fait incapable de les donner. Elles sont, on les a. Voilà le fond de la pensée de Maurras sur les libertés. Et ce qui est vrai pour les communes, les régions. Je ne parle pas des régions... Des régions découpées au sécateur par M. Hollande un soir sur une table de cuisine. Voilà encore un autre couteau de cuisine dont on se serait bien passé quelque part. Toujours est-il qu'il parle aussi des métiers, il parle aussi des universités qu'il rêve comme des corps intermédiaires, libres tels qu'ils pouvaient l'être, à une période plus ancienne. Alors, je pourrais multiplier les citations sur les libertés concrètes, les libertés des corps intermédiaires. Et en tant que breton, je n'oublie pas que nombre d'autonomistes, quand je dis autonomistes, ce n'est pas indépendantiste, comprenons-nous bien, mais nombre de partisans d'une autonomie réelle au sein de la France, de la Bretagne, doivent à Maurras leur première découverte, justement, de cet autonomisme. C'est Job de Roincé, qui d'ailleurs a écrit un petit livre qui rappelle La Bretagne malade de la République, qui a été un des premiers fondateurs de Brézatao, qui ensuite dérivera, certes, mais il l'a fait sur des bases maurassiennes et monarchiques. Et je vais vous raconter là encore une anecdote. Le père d'un de mes amis était un des grands professeurs de Rennes et il était élu à la mairie de Rennes, qui était une mairie socialiste à l'époque d'Edmond Hervé, qui lui est toujours vivant. Et ce monsieur, qui est décédé malheureusement, était un ancien du Parti Socialiste Unifié, le fameux PSU. Et un jour, il savait que j'étais lecteur de Maurras, etc. Il m'avait emmené, il avait une très belle bibliothèque dans laquelle on trouvait du Maurras. Et c'était un homme de gauche avéré, c'est ce qu'on puisse dire, c'est les années 70, 80, il est décédé il y a quelques années, et il me disait, mais sans Maurras, la décentralisation n'aurait pas été possible. Il me le disait quelque temps après les lois de fer. Étonnant, quel bel hommage.
Alors, évidemment, c'était entre nous, c'était entre... voilà, hein, aujourd'hui, ça lui vaudrait de dire simplement cela, de soupçonner simplement ça, ça lui vaudrait l'hégémonie, et je suis certain que certaines bibliothèques sont aujourd'hui épurées au regard du nombre de Maurras que j'ai récupérés ces derniers temps dans des cartons abandonnés sur les trottoirs des villes de Rennes ou de Versailles aussi, malheureusement. Troisième point que je voulais évoquer, c'est le fait que s'il y a les libertés à la base, encore faut-il qu'il y ait la liberté au sommet, l'autorité. La fameuse formule, les libertés en bas, l'autorité en haut. Alors on comprend mal d'ailleurs, les libertés en bas, il vaut mieux le préciser, les libertés à la base, hein, parce que souvent les gens comprennent mal ce mot. S'il y a les libertés à la base et à tous les étages de l'édifice social, encore faut-il qu'il y ait l'autorité en haut, au sommet, dans la magistrature suprême de l'État. Mais qu'est-ce que l'autorité, selon Maurras? Et on revient à la liberté, justement. Une autorité n'est donc qu'une liberté arrivée à sa perfection. Loin que l'idée d'autorité contredise l'idée de liberté, elle en est, au contraire, l'achèvement et le complément. Le royalisme de Maurras, ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un accident. C'est la conclusion logique de son attachement aux libertés concrètes. Je vous ai dit tout à l'heure que ce par quoi il aborde la politique, c'est la question de la fédération, c'est la question de la décentralisation, puis la nation, puis le roi. C'est tout à fait logique, c'est un véritable cheminement intellectuel. Il y a plusieurs manières d'arriver au roi. Là, il arrive par les libertés. Et par le fait, justement, de l'extension de ces libertés, mais aussi de leur mesure, de leur limitation, de leur définition à tous les étages de la société et de l'État. La monarchie n'est que le moyen le plus à même de garantir les libertés, de les ordonner parfois, mais aussi parfois de les limiter si elles viennent à menacer, par leur pratique inconsidérée, à menacer l'équilibre ou l'unité de la nation. Ce qui est néanmoins très marquant à la lecture de Maurras, c'est qu'il ne conçoit pas, contrairement à ce qu'on a pu dire, là encore voilà un mythe qu'il faut briser, parce que j'ai lu quand même Maurras et je l'ai relu grâce à ce colloque et grâce à l'invitation qui m'a été faite, eh bien, c'est qu'il ne conçoit pas la monarchie comme un régime autoritaire. Il parle de l'autorité, mais il n'est pas autoritariste, entre guillemets, et qu'il n'imagine pas le roi comme un père fouettard. Et d'ailleurs, ça explique qu'il restera d'ailleurs entièrement dans sa grande liberté aussi, parce qu'on pourrait dire qu'il a pris des coups dans la gueule quand même, fidèle à la famille de France, hein, jusqu'à ce fameux texte publié il y a quelques années, les 3 devoirs, où il rappelle, donc c'est en 48 ou 49, justement, cette fidélité et cette liberté qu'il garde. Donc, il voit la monarchie non pas comme un régime autoritaire, loin de là, mais plutôt comme l'axe autour duquel tournent les provinces, les communes, les métiers, les universités, etc. etc. Et puis les communautés humaines, quelles qu'elles soient. Là encore, l'autorité de l'État royal assure l'autonomie des corps sociaux. Dans le même temps, la monarchie lui apparaît comme l'État libre par excellence. Non pas libéral, mais arbitral. Alors, un de mes amis, en suivant une de mes conférences sur les libertés il y a quelques années, m'avait dit « Mais pourquoi ne pas créer un autre mot ? Maurras n'est pas libéral, mais il n'est pas libertaire non plus. Et pourtant, il est pour les libertés. Alors, allons-y pour la monarchie libertale. » Il avait ajouté un T, et la monarchie libertale. Après tout, ça ne serait pas la première fois que les Maurassiens créent de nouveaux termes ou les popularisent. Le pays réel, qu'on entend souvent évoquer, doit quand même sa fortune à Maurras, qui d'ailleurs l'avait repris à Sainte-Beuve. Alors, donc, en tout cas, la liberté d'État, pour lui, elle passe par l'observance de la règle simple de la transmission héréditaire par la primogéniture mâle, et il insiste sur le fait que ce ne sont pas les compétences du souverain qui comptent, mais son indépendance de fait comme de droit, tout en suivant les règles des lois fondamentales de l'État. En somme, une liberté encadrée, ordonnée, mais réelle face aux groupes de pression, qu'ils soient élus, politiques ou économiques. La liberté de la magistrature suprême de l'État est la transcription dans la pratique institutionnelle du politique d'abord, du politique comme moyen pour d'autres fins, qu'elles soient économiques, diplomatiques, sociales ou autres. C'est ce qui fonde une large part de la légitimité de la décision et de l'arbitrage de cet État, et qu'il soit reconnu comme tel. C'est aussi ce qui lui donne une certaine force pour être, au sein du concert des nations, l'incarnation vivante et renouvelée et renouvelable de la France par-delà les aléas du temps. Et j'arrive au 4e point. La fameuse phrase de Maurras, de toutes les libertés humaines, la plus précieuse est l'indépendance de la patrie. Si la cité n'est pas libre, les citoyens ne le seront pas plus, d'une certaine manière.
Et ça a été vrai d'ailleurs dans les périodes d'occupation, mais c'est aussi vrai dans les périodes que nous vivons, dans cette espèce de jacobinisme d'État qui fait que l'État est notre big father, entre guillemets, hein, peut-être encore plus que notre big brother, quoique maintenant on devrait dire big father and big mother pour être sûr que la parité soit respectée. Mais on a véritablement là le cœur là encore, de la pensée maurassienne. On voit qu'à chaque fois, c'est la liberté qui en fonde, je dirais, qui en est le noyau nucléaire. Ce n'est pas celui qui est le plus visible, ce n'est pas celui qui l'évoque le plus, et pourtant, c'est toujours ça qui est à tous les étages de la réflexion maurassienne en avant. De la liberté de la magistrature suprême de l'État découle la possible liberté de la France dans le monde, ce que Maurras développe dans nombre d'articles, comme dans Kiel et Tanger, dont je vous incite à lire le fameux chapitre que la France pourrait manœuvrer et grandir, hein, que De Gaulle connaissait, et que Pompidou a cité à Sciences Po en 1972, hein, et qui apparaît comme un véritable manifeste de la liberté, de l'indépendance nationale française, hein, comme l'ont reconnu, tout à fait à leur manière, deux présidents, De Gaulle et Pompidou. Alors, en conclusion, au terme de ce survol que j'ai souhaité rapide, même si n'ayant aucune idée de l'heure, je ne sais pas s'il l'a été, n'est pas la sonnerie qui me limite. Au terme de ce survol rapide des idées de Maurras sur la liberté et sur les libertés, il est possible de conclure que Maurras n'était ni un nihiliste, ni un libéral, ni un libertaire, et encore moins, ce qu'on a entendu souvent évoquer, ni encore moins un jacobin blanc, comme on l'a parfois surnommé. La déesse France et la raison qu'il conjugue avec l'État sans tomber dans le travers d'un rationalisme étroit, carcan des intelligences et mouroir des espérances. Homme libre, il ne proclame pas la liberté ou la mort, mais bien plutôt les libertés et la vie. Face au la liberté et la mort, ou la mort que les républicains mettent en avant, y compris sur leur drapeau, en 1792-93, ils préfèrent les libertés concrètes, plurielles, et la vie, et la vie. C'est un amoureux de la vie, Maurras. On oublie trop souvent de le dire. En cela, en tout cas, il reste un maître, ou au moins, pour ceux qui ne le voient pas comme un maître, un intercesseur que l'on peut écouter et que l'on peut entendre aujourd'hui, comme on a pu l'entendre hier, et encore plus, sans doute, dans un monde un peu incertain, demain. Merci de votre attention. Merci. Je crois que l'assistance se prenait un peu pour vos élèves. Et c'était un plaisir de revenir un peu en arrière. Mais on imagine de fait le succès que vous pouvez avoir dans vos cours et dont j'ai l'écho à Versailles. Alors on va aller très vite parce qu'on est un petit peu pris par le temps, mais on va quand même réfléchir sur ce que vous venez de dire. C'était très intéressant. J'essaie de récapituler, mais très brièvement. Premièrement, vous avez montré que Maurras était libre comme une personne et que toute sa vie, ça a été d'abord l'expression de sa liberté personnelle, mais qu'il n'envisageait pas du tout comme un principe absolu, mais qui, comme vous l'avez très bien dit, était l'aboutissement de son propre labeur. Alors, cette liberté qui va jusqu'au bout, c'est-à-dire qui affronte y compris la mort, s'il le faut. Ça, c'est le premier point. Donc, une liberté de penser. Dans notre époque, c'est quelque chose de rare. Et merci de l'avoir souligné. Et ensuite, vous avez évidemment extrêmement bien montré la dialectique fausse de la République, une liberté principielle qui aboutit concrètement, en fait, à une tyrannie d'État et à une tyrannie idéologique. Pourquoi la République a-t-elle pris en main l'enseignement? C'est parce qu'il faut former les électeurs. Et pour évoquer un souvenir d'une période un petit peu antérieure, je vois de mon ami Gérard Leclerc qui est ici présent, je me souviens en 1968, au moment des événements, nous avons été, les étudiants royalistes, non seulement ceux qui ont organisé les contre-manifestations, mais ceux qui ont eu l'idée d'aller porter la contradiction à l'intérieur. Et c'est comme ça que le mouvement s'est délité de l'intérieur. Et nous avou fait tous les lycées du pourtour parisien et puis toutes les universités. Avec Gérard, on se partageait, avec Jean-Pierre Dickès, alias Gros Bébé,
Et moi, je me souviens d'avoir été dans les lycées les plus rouges de la banlieue parisienne, encadré par un maoïste et par un stalinien. Et on prenait la liberté et on parlait des libertés universitaires. Et c'est pour dire que la pensée maurassienne est vivante, y compris dans nos réactions absurdes, et nous leur montrions que leur prétendu anarchisme aboutirait concrètement à l'esclavage, et là c'est l'esclavage consumériste en plus. Donc c'était extrêmement intéressant et d'avoir aussi montré comment le roi est le garant des libertés et que c'est dans le fond sa première fonction. Pourquoi? Parce que lui-même il est libre, et libre par rapport au mécanisme d'un système. Macron n'est pas libre, il fait semblant d'être libre, c'est un pseudo-roi. Il essaye d'afficher une liberté. Il est le micro. Oui, bon, non mais ça va aller, oui, entendu. Alors maintenant nous allons prendre 5 minutes de questions, si vous voulez bien. 5 minutes de questions. Oui, alors. Il faut bien chercher le micro. Oui, allez-y. Question à poser à Jean-Philippe Chauvin. Oui, alors je pense qu'en fait, vous avez énoncé de manière tragique, mais sans y penser du tout, quelque chose qui relève donc de la liberté du roi. Puisque vous nous avez montré qu'elle dépendait en partie donc de l'existence de la Maison de France, même si vous ne l'avez pas dit. Mais vous avez insisté sur le fait qu'il pouvait être indépendante à ce niveau-là, en fait. Or, maintenant, même si on reste fidèle à la Maison de France elle-même, telle qu'elle est représentée par Jean de France, de toute façon, il n'a plus du tout cette indépendance-là. Donc, je trouve ça tragique. Voilà. Excusez-moi, parce que je suis très embêté avec toutes les histoires de micro, je n'ai pas l'habitude du tout. Et je voudrais vous répondre pour être entendu de tous. Alors, je dois vous avouer que là, je ne peux pas parler au nom du prince Jean, etc. Et là, je vous ai parlé de la manière dont Maurras voyait le politique, voyait le roi. Mais je pense que, justement, la nouvelle instauration doit permettre, justement, de retrouver cette liberté d'un État qui, aujourd'hui, ne l'a plus, puisqu'il dépend, principalement, d'ailleurs, de l'élection et de l'argent. Il y a on me faisait remarquer hier que, si on regarde tous les budgets des candidats aux élections présidentielles depuis les années 70, c'est celui qui a le plus dépensé qui a le plus de chances d'être élu. On voit bien qu'il y a une dépendance totale aujourd'hui au monde de l'argent. L'intérêt d'une nouvelle monarchie, c'est justement de se dégager complètement de ce carcan-là. D'abord, de se dégager du temps aussi, parce que l'on ne sait pas si le roi vivra roi 1 an ou s'il vivra 20 ans d'une certaine manière. Et ça assure en même temps une liberté, une forte responsabilité, mais c'est une liberté qui ne meurt pas avec le roi, puisqu'elle est reproduite par le roi suivant. Le roi est mort, vive le roi. C'est la formule de la liberté par excellence, quelque part. Vous n'avez pas compris ma question. Non, mais vous la reposerez peut-être. Je suis une maurassienne convaincue, donc oui. Tout ça je le sais. La question, c'est que sans y faire attention, vous avez dit que l'indépendance du roi reposait sur le fait qu'il avait des terres, etc., qu'il avait une réelle indépendance, mais qui était concrète. Tandis que de nos jours, quand bien même on rétablirait la monarchie, il n'y a plus personne qui pourrait jouir d'une véritable maison de France, comme on disait autrefois. D'accord, j'avais pas donc compris. Du coup, si vous voulez, je trouve ça tragique. Alors, c'est sans doute tragique, mais c'est aussi une tragédie dont, dans ces cas-là, nous ne devons pas nous contenter. Nous sommes justement... Il y a quelque chose à réinventer, en tout cas. Sans doute à réinventer, en tout cas à faire. Et c'est aussi pour ça que nous sommes là. Et nous écouterons ce soir Jacques Trémolet-de-Villers, qui vient d'arriver et qui parlera de cette question plus précisément, du roi. Alors, on va peut-être passer, parce que déjà l'heure avance et je pense que vous avez faim. Merci infiniment, Jean-Philippe. Et je laisse la parole maintenant à Stéphane Blanchenet.